L'an 1420 éteint. La Bohême. Près des murs du château de Rabi, agrippé à un éperon rocheux, régnait un jour maussade et gris. L'air, épais de la fumée des faubourgs en flammes, d'un brouillard humide et de l'odeur de poudre, était déchiré par les cris des assaillants, les gémissements des blessés et le crépitement sec et claquant des arquebuses. Cette arme nouvelle et terrible qui changeait le visage de la guerre. Au centre de ce chaudron bouillonnant, à la pointe de l'attaque, se tenait un homme dont le nom était déjà devenu un cauchemar pour toute l'Europe catholique. Un homme privé d'un œil, mais qui voyait le champ de bataille plus clairement que n'importe quel voyant. Son nom était Jan Žižka de Troknov, hetman des Taborites, le fléau de Dieu, le chef invincible de l'armée des apostats. Sous son commandement, des paysans armés de fourches mettaient en déroute, bataille après bataille, la cavalerie chevaleresque de l'empereur, bardée de fer. Le siège touchait à sa fin. Les défenseurs du château, épuisés et démoralisés, étaient brisés. Žižka, comme toujours, se trouvait au cœur même de la mêlée, sa voix rauque, habituée au commandement, couvrant le vacarme de la bataille. Il se tenait près d'un vieux poirier, indiquant à ses chefs de guerre la dernière brèche dans la défense, quand une ombre fusa d'une étroite meurtrière au-dessus de lui. Et l'instant d'après, une douleur aiguë, insoutenable, le transperça. Une flèche tirée par un défenseur désespéré ou peut-être génial dans son ultime effort ne le tua pas. Elle se ficha dans son unique œil valide. Le monde, qui était déjà pour lui à moitié sombre, plongea dans une obscurité absolue, impénétrable. Ces guerriers, voyant leur chef s'effondrer, le visage en sang, poussèrent un rugissement de fureur qui s'abattit avec une force nouvelle sur la forteresse. Mais à l'instant où les ténèbres se refermèrent sur Jan Žižka, personne n'aurait pu imaginer que ce n'était pas la fin, c'était la naissance d'une légende. La légende du général aveugle qui, ne voyant plus la lumière, allait conduire son peuple à travers le feu et le sang de la plus grande guerre de religion de son temps, et qui ne perdrait pas une seule bataille. Pour comprendre comment ce noble appauvri de Bohême du Sud, mercenaire et peut-être même brigand, s'est forgé en ce chef indestructible, nous devons retourner au cœur même de l'Europe, dans un royaume au seuil d'une tempête qui allait changer le cours de l'histoire. Avant que Jan Žižka lui-même n'entre en scène, nous devons comprendre le monde qui l'a engendré, la Bohême ou le royaume tchèque, à la fin du XIVe et au début du XVe siècle, n'était pas simplement un pays européen parmi d'autres. C'était le centre du Saint-Empire romain germanique, son cœur culturel, politique et spirituel. L'Empire à cette époque était une mosaïque de centaines de royaumes, de duchés, d'évêchés et de villes libres, formellement unis sous l'autorité d'un empereur élu. Et ce centre était frappé par une crise des plus profondes qui, tel un lent poison, rongeait les fondements de la société, préparant le terrain à une explosion sans précédent. Quelques décennies seulement avant les événements décrits, la Bohême connaissait son âge d'or. C'était l'époque du règne de Charles IV, de la dynastie des Luxembourg, qui était à la fois roi de Bohême et empereur du Saint-Empire romain. Charles était un monarque exceptionnel, sage, instruit, visionnaire. Il était tout le contraire du roi guerrier médiéval, polyglotte, connaisseur de la théologie et du droit. Il préférait la plume à l'épée et la diplomatie à la guerre. Sa principale réalisation en tant qu'empereur fut le célèbre acte législatif connu sous le nom de Bulle d'or de 1356. Cet acte définit pour des siècles les modalités d'élection de l'empereur par un collège de 7 princes électeurs, transformant de fait l'Empire en une oligarchie aristocratique. Le document stabilisa la vie politique perpétuellement agitée de l'Empire, mais consacra également son caractère décentralisé. Mais la véritable passion de Charles était sa Bohême natale. Il transforma Prague en l'une des plus magnifiques capitales d'Europe, que l'on surnommait la Rome du Nord. Prague devint un chantier de foi et d'ambition. Sous Charles, les meilleurs architectes d'Europe,
tels que Mathieu Darras et Peter Perler y travaillèrent, créant l'aspect gothique unique de la cathédrale Saint-Guy et du pont Charles. La cour royale devint un centre des arts, où florissait l'école de peinture et de miniature de Bohême, qui produisait de somptueux manuscrits enluminés. Sur son ordre fut érigée la majestueuse cathédrale Saint-Guy, où il transféra des reliques de saints de toute l'Europe. Il reconstruisit le château de Prague, fonda la nouvelle ville, également connue sous le nom de Nové Město, doublant la superficie de la capitale. En 1348, il fonda l'université Charles, la première d'Europe centrale, qui devint rapidement l'un des plus grands centres intellectuels. En ses murs, sur le modèle de la Sorbonne parisienne, étudiants et professeurs se répartissaient en 4 nations ou associations régionales, à savoir la Bohême, la Bavaroise, la Saxonne et la Polonaise. La puissance économique du royaume était assurée par de très riches mines d'argent. Le gros d'argent local était l'une des monnaies les plus stables et respectées d'Europe, une sorte de dollar médiéval. Mais tandis que Prague brillait et que l'argent coulait à flot dans les coffres du roi et des hiérarques de l'Église, les fondations de cette prospérité étaient minées par de profondes tensions sociales. Des milliers de mineurs travaillaient dans des conditions infernales, dans des galeries étroites, sombres et mal ventilées, où les éboulements et les maladies étaient monnaie courante. Pour le simple paysan, la vie était un cycle sans fin de labeur sur une terre qui ne lui appartenait pas. Il était tenu de payer la dîme au monastère ou à l'évêque local, d'effectuer la corvée sur le champ du Seigneur et de donner une partie de sa récolte à son suzerain. En même temps, il voyait comment les abbés de puissants monastères vivaient comme des princes, festoyant, chassant et construisant des temples somptueux, alors que son propre curé de paroisse pouvait être aussi pauvre et illettré que lui. Ce contraste saisissant entre le luxe ostentatoire du haut clergé et la misère du peuple simple engendrait une haine sourde. Les prédicateurs réformateurs y verront plus tard la preuve vivante que l'Église officielle ne servait pas Dieu, mais Mammon. Après la mort de Charles en 1378, son fils, Venceslas IV, monta sur le trône, et l'âge d'or commença à ternir rapidement. Venceslas était tout le contraire de son père, paresseux, capricieux, enclin à l'ivrognerie et à des accès de colère incontrôlables. Il s'intéressait peu aux affaires de l'État. Il préférait la chasse et les banquets aux ennuyeuses réunions du conseil, s'entourant de favoris issus de la petite noblesse, ce qui provoquait la fureur des grands magnats. Il entra en conflit prolongé avec la haute noblesse et les hiérarques de l'Église qui, réunis dans la Ligue des Seigneurs, le firent prisonnier à 2 reprises, tentant de le forcer à gouverner de manière plus responsable. L'un des plus grands scandales fut le destin tragique de Jean Népomucène, vicaire général de l'archevêque de Prague. Le roi, furieux, le soupçonnant d'intrigue, ordonna de le torturer, puis, selon la légende, de le jeter du pont Charles dans un sac. Cet acte d'illégalité choqua tout le royaume. L'inaction et l'incapacité de Venceslas à régler les affaires de l'Empire conduisirent les princes électeurs allemands à lui retirer le titre d'empereur du Saint-Empire romain, élisant à sa place Robert du Palatinat. Ce fut une terrible humiliation pour le royaume de Bohême. Le pays, habitué à être le centre de l'Empire, se transforma en sa périphérie rebelle et problématique. Le pouvoir du roi s'affaiblit à tel point que l'anarchie féodale s'installa dans tout le pays. Ce n'était pas seulement une absence de pouvoir, mais un état de guerre quasi permanent de basse intensité, où les armées privées de barons rivaux brûlaient des villages et pillaient les routes commerciales toute impunité. La justice devint le privilège des forts, et pour un petit noble comme Jan Žižka, le seul moyen de survivre et de défendre ses droits était souvent l'épée. Les routes furent infestées de bandes de brigands, pour qui le pillage devint la seule source de subsistance dans ce monde en ruine.
À ce chaos politique s'ajoutait une crise spirituelle des plus profondes qui touchait toute l'Europe. C'était l'époque du grand schisme. À partir de 1378, deux, et parfois même trois papes, siégeaient simultanément sur le trône pontifical, l'un à Rome, l'autre à Avignon, se maudissant, s'anathémisant mutuellement et exigeant des fidèles argent et soumission. L'autorité de la papauté tomba à un niveau historiquement bas. Le monde chrétien était dans la confusion. Où était le véritable vicaire de Saint-Pierre? Et nulle part cela ne se ressentait aussi vivement qu'en Bohême. L'Église catholique en Bohême était le plus grand propriétaire terrien. Elle possédait près d'un tiers de toutes les terres du royaume. L'archevêque de Prague, Jan de Genstein, était en conflit ouvert avec le roi Venceslas, se comportant comme un prince séculier. Les puissants monastères fonctionnaient plutôt comme de grandes entreprises. Ils possédaient non seulement des villages et des champs, mais aussi des brasseries, des étangs à poissons, des moulins. Ils percevaient la dîme et exigeaient des redevances exorbitantes pour le baptême, le mariage ou les funérailles. Les évêques et les abbés vivaient dans un luxe princier, tandis que les curés de paroisse étaient souvent ignorants, pauvres et ne se distinguaient en rien de leurs ouailles. La simonie, c'est-à-dire la vente ouverte des charges ecclésiastiques, prospérait. Les postes les plus élevés de l'Église n'étaient pas occupés par les plus dignes, mais par ceux qui pouvaient les payer. Et souvent c'étaient des étrangers, principalement des Allemands. La vente des indulgences, ces lettres de rémission des péchés qui, d'un acte de pénitence, s'étaient transformées en une transaction commerciale flagrante, suscitait une immense irritation. Les tribunaux ecclésiastiques s'ingéraient dans les affaires séculières et les immenses richesses de l'Église s'écoulaient du pays vers Rome ou Avignon pour l'entretien des luxueuses cours papales. Ce nœud de problèmes était aggravé par un conflit national aigu. Depuis l'époque de la colonisation allemande médiévale, un grand nombre d'Allemands vivaient en Bohême. C'étaient d'habiles artisans, des marchands, des mineurs. Ils constituaient une partie importante et parfois dominante de la population des villes et occupaient des postes clés dans l'administration, dans l'Église et à l'Université de Prague, où les trois nations allemandes, saxonnes, bavaroises et polonaises, avaient trois voix contre une pour les Tchèques. Les maîtres artisans allemands dans les corporations urbaines faisaient souvent obstacle aux apprentis tchèques, et les conseils municipaux de nombreuses villes royales étaient sous le contrôle du patriciat allemand. Pour la conscience nationale tchèque grandissante, ce n'était pas seulement une question d'économie, mais une question de dignité nationale. Les exigences de réforme de l'Église s'entremêlaient étroitement avec les exigences de libération nationale de la domination économique et culturelle des Allemands. Ainsi, au début du XVe siècle, la Bohême était un chaudron où bouillait le mécontentement social des paysans et de la petite noblesse, l'anarchie politique causée par la faiblesse du roi, l'hostilité nationale entre Tchèques et Allemands et une profonde déception envers l'Église officielle. Toutes ces forces convergeaient en un point, à Prague, dans les murs de son université et dans les sermons enflammés qui résonnaient dans ses églises. Le chaudron était prêt à exploser. Il ne manquait plus qu'une étincelle. Et cette étincelle allait bientôt être produite par l'homme dont le nom deviendra l'étendard de la tempête à venir. Tandis que rois et féodaux se partageaient le pouvoir et que des bandes de brigands parcouraient les routes de Bohême, dans le silence des amphithéâtres universitaires et du haut des chaires des églises de Prague, résonnait une voix destinée à ébranler les fondements du monde chrétien. Cette voix appartenait à un homme d'origine modeste, mais d'une volonté inflexible et d'une intelligence brillante. Il s'appelait Jan Hus. Il naquit vers 1370 dans une famille paysanne pauvre de la ville de Husinec, en Bohême du Sud. Le seul ascenseur social pour un jeune homme doué issu des classes populaires à cette époque était la carrière ecclésiastique. Il termina brillamment ses études à l'université de Prague, devint maître ès arts, puis doyen de la faculté des arts.
L'université de l'époque était le théâtre non seulement de débats scientifiques, mais aussi de querelles philosophiques acharnées. La principale opposait le réalisme, qui affirmait que les concepts universels comme l'humanité ou la justice étaient réels, et le nominalisme, qui les considérait comme de simples noms. Hus et la plupart des maîtres tchèques étaient réalistes, tandis que les Allemands penchaient vers le nominalisme. Ce n'était pas une scolastique abstraite, mais une bataille pour la nature même de la vérité et la possibilité de la connaître. Mais sa véritable vocation fut la théologie et la prédication. À partir de 1402, il devint recteur et prédicateur de la chapelle privée de Bethléem, dans la vieille ville de Prague. La chapelle de Bethléem était un lieu unique. Elle avait été fondée spécifiquement pour que les sermons y soient prêchés non pas en latin, compris seulement par l'élite instruite, mais en langue maternelle tchèque. Chaque dimanche et jour de fête, jusqu'à 3000 personnes, artisans, marchands, étudiants, chevaliers et même des courtisans de la reine Sophie, s'y pressaient pour écouter leur prédicateur favori. Et Hus leur disait ce qu'il ressentait, mais ne pouvait exprimer. Il n'était pas un révolutionnaire au sens politique du terme. C'était un homme profondément croyant qui rêvait de purifier l'Église de ses souillures et de la ramener aux idéaux du christianisme primitif, à la simplicité et à la pauvreté des temps apostoliques. S'appuyant sur les travaux du réformateur anglais John Wycliffe, dont les œuvres étaient secrètement importées à Prague, Hus s'attaquait avec une critique dévastatrice aux vices du clergé. Il parlait de l'inadmissibilité de la simonie, de la cupidité des évêques, de la décomposition morale des moines. Il affirmait que le véritable chef de l'Église n'était pas un pape corrompu et pécheur, mais Jésus-Christ lui-même. Il déclarait que chaque croyant devait lire et interpréter la Bible par lui-même, car elle était l'autorité suprême, et non obéir aveuglément aux ordres des ecclésiastiques. Mais sa demande la plus importante et, comme il s'est avéré, la plus explosive, fut la communion des laïcs sous les deux espèces, c'est-à-dire non seulement avec le pain, corps du Christ, mais aussi avec le vin, sang du Christ. À l'époque, l'Église catholique ne donnait la communion au vin qu'aux prêtres, ce qui, selon Hus et ses partisans, était une violation flagrante de l'Évangile et plaçait le clergé dans une position privilégiée par rapport aux laïcs, en faisant des intermédiaires indispensables au salut. La coupe de vin, en tchèque kalich, devint le principal symbole de sa doctrine, le symbole de l'égalité de tous les hommes devant Dieu. Ceux qui suivaient son enseignement furent appelés calixtins ou utraquistes, de l'expression latine sub utraque specie, signifiant sous les deux espèces. Les sermons de Hus eurent un succès colossal. Il devint le chef spirituel du peuple tchèque. Il était soutenu par la reine Sophie, et même par le roi Venceslas IV lui-même, pour qui la critique du clergé riche et indépendant était politiquement avantageuse. En 1409, sous la pression de Hus et de ses partisans, Venceslas publia le décret de Kutna Hora, qui modifia les statuts de l'Université de Prague, donnant à la nation tchèque 3 voix contre 1 pour les 3 nations allemandes réunies. Ce fut une immense victoire nationale. En signe de protestation, plusieurs milliers de professeurs et d'étudiants allemands quittèrent Prague, fondant une nouvelle université à Leipzig. Mais plus la voix de Hus se faisait entendre, plus elle suscitait l'irritation des autorités ecclésiastiques à Rome. Il fut accusé d'hérésie, de propager les idées de Wycliffe, qui avait déjà été condamné. L'archevêque de Prague lui interdit de prêcher, mais Hus n'obéit pas. En 1412, lorsqu'une nouvelle campagne de vente d'indulgences, organisée par l'un des antipapes, Jean XXIII, pour financer une guerre contre le roi de Naples, commença à Prague, Hus s'y opposa vivement. Il qualifia cela de trafic du sacré. Des troubles éclatèrent à Prague. 3 jeunes artisans qui s'étaient élevés contre les indulgences furent arrêtés et décapités. Hus les déclara martyrs.
La coupe de la patience de Rome était pleine. Huss fut excommunié, et Prague fut mise sous interdit, c'est-à-dire l'interdiction de célébrer tous les offices, baptêmes, mariages et funérailles tant que l'hérétique se trouverait dans la ville. Pour ne pas exposer la ville à ce danger, Huss quitta la capitale et se réfugia dans les châteaux de ses protecteurs nobles tchèques. Mais même là, il ne cessa d'écrire et de prêcher, ses idées se répandant dans tout le pays. Un concile œcuménique fut convoqué pour résoudre la crise de l'Église et mettre fin aux hérésies, qui s'ouvrit en 1414 dans la ville allemande de Constance. C'était un théâtre grandiose du pouvoir européen où se réunirent cardinaux, évêques, princes, théologiens et ambassadeurs de tout le continent. Le concile avait deux objectifs principaux: mettre fin au grand schisme en élisant un pape unique et éradiquer les hérésies, dont la principale était considérée comme la doctrine de Wycliffe et de Huss. Le nouvel empereur, Sigismond, frère du roi Venceslas et héritier du trône de Bohême, voyait en Huss la principale menace à la stabilité de son futur royaume. Il invita Huss au concile pour qu'il puisse défendre ses opinions et lui promit solennellement sa sécurité personnelle en lui délivrant d'un sauf-conduit, connu sous le nom de Salvus Conductus. Huss, croyant en la justesse de sa cause et en la parole de l'empereur, accepta. Ce fut une décision fatale. À peine arrivé à Constance, il fut, malgré le sauf-conduit, arrêté et jeté dans un cachot humide et froid dans un château au bord du lac de Constance. L'empereur Sigismond, placé devant le choix de tenir sa parole donnée à un hérétique ou de se soumettre à la volonté des pairs du concile, choisit la seconde option. Les pairs du concile exercèrent sur lui une pression énorme, affirmant que les serments faits aux hérétiques n'étaient pas valides. Sigismond trahit Huss, commença un procès long et humiliant. Huss fut détenu dans des conditions inhumaines, affamé, transféré d'une prison à l'autre, dont l'une se trouvait dans la tour d'un monastère dominicain, juste au-dessus d'une fosse d'aisance nauséabonde. On lui présenta une liste de 30 accusations, extraites de ses livres et sermons, souvent en déformant leur sens. Il fut accusé de vues hérétiques sur la nature de l'Église, sur le pouvoir papal, sur les sacrements, mais malgré la maladie et les mauvais traitements, son esprit ne fut pas brisé. Dans les lettres qu'il réussissait à faire passer secrètement à ses amis à Prague, il écrivait « Cherchez la vérité, écoutez la vérité, apprenez la vérité, aimez la vérité, dites la vérité, tenez la vérité et défendez la vérité jusqu'à la mort. » On n'exigeait de lui qu'une chose, qu'il abjure ses erreurs. Mais Huss refusa. Il était prêt à discuter de ses vues sur la base des Saintes Écritures, mais pas à renier aveuglément ce en quoi il croyait. Le 6 juillet 1415, le concile rendit son verdict. Janus fut déclaré hérétique impénitent et condamné au bûcher. La cérémonie fut organisée avec un maximum d'humiliation. On lui arracha ses habits sacerdotaux, on lui mit sur la tête un bonnet de papier avec des diables peints et l'inscription « Hérésiarcha », qui signifie « hérésiarque ». Tandis qu'on le menait au supplice, il chantait des psaumes, voyant une simple paysanne qui, dans un élan de piété, jeta une brassée de fagots dans son bûcher, il aurait, selon la tradition, prononcé sa célèbre phrase « Ô sancta simplicitas », ô sainte simplicité. Attaché au poteau, il refusa une dernière fois d'abjurer. Lorsque les flammes l'enveloppèrent, il se mit à chanter, selon des témoins oculaires, « Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, aie pitié de moi ». Ses cendres furent recueillies et jetées dans le Rhin, afin qu'il n'en reste aucune trace, afin que ses disciples n'aient pas de reliques à vénérer. Mais les pairs du concile s'étaient lourdement trompés. L'exécution de Huss n'éteignit pas l'incendie. Elle le transforma en un brasier dévorant. La nouvelle de la trahison de Sigismond et de la mort en martyr de leur prophète provoqua en Bohême une explosion de fureur sans précédent.
Tout le peuple tchèque, du paysan à l'aristocrate, perçut cela comme une insulte à l'honneur et à la foi nationaux. Plus de 450 nobles tchèques et moraves signèrent une lettre de protestation dans laquelle ils déclaraient « Hus, saint martyr ». Le calice devint l'étendard de la nation. Le pays glissait rapidement vers une révolte ouverte. Et dans ce tourbillon d'événements, dans l'ombre du roi vieillissant à la cour duquel il servait, se trouvait l'homme qui allait bientôt transformer la colère populaire en une force militaire organisée. L'homme qui deviendra l'épée de la révolution hussite. Alors que la tempête, provoquée par la doctrine et la mort en martyr de Jan Hus, couvait en Bohême, l'homme destiné à en devenir le principal génie militaire menait une vie enveloppée de brume et pleine de mystères. Les premières années de Jan Žižka de Troknov sont un champ de conjectures et d'hypothèses pour les historiens, basés sur des documents fragmentaires et souvent contradictoires. Il n'était ni prince ni grand aristocrate, dont la naissance et chaque pas étaient consignés dans les chroniques. Il était issu de la petite noblesse appauvrie, les Humains, qui constituaient l'ossature du système militaire et administratif du royaume. La date exacte de sa naissance est inconnue, mais la plupart des historiens la situent vers 1360. Il naquit dans le petit village de Troknov, en Bohême du Sud, dans une famille appartenant à la couche la plus basse de la Szlachta. Sa famille possédait une petite cour et quelques lopins de terre. Ce n'était pas assez pour une vie aisée, mais assez pour se considérer comme noble et porter les armes. La vie d'un tel homme était une lutte constante pour la survie et le statut. La Bohême du Sud était à l'époque une région agitée, où la puissante et riche famille des Rosenberg était en conflit permanent avec le roi et les petits seigneurs féodaux. Il est très probable que la jeunesse de Žižka se soit déroulée dans une atmosphère de guerre, d'escarmouches et de raids constants de faible intensité. Ce fut une rude école de la vie, qui enseignait la survie, la ruse et l'art de la guerre non pas dans les livres, mais dans la pratique. Apparemment, la situation financière de sa famille était précaire. Des documents attestent de nombreux litiges judiciaires liés à des dettes et à des différends fonciers. Dans un document de 1406, Jan Žižka est mentionné comme vendant ses derniers biens. Il devint un noble sans terre. Pour un tel homme à cette époque, il y avait 3 voies. Entrer au service d'un seigneur riche, devenir prêtre ou prendre le grand chemin. Et, semble-t-il, Žižka choisit pendant un certain temps la 3e voie. Pendant plusieurs années, d'environ 1406 à 1409, son nom figure dans les chroniques judiciaires en lien avec les activités d'une bande de brigands qui opérait en Bohême du Sud et à la frontière avec l'Autriche. Cette bande, dirigée par un certain Matyaj Voutsé, était en conflit avec les puissants Rosenberg et la ville de České Budějovice. Ce n'était pas du banditisme pur et simple pour le profit. C'était plutôt une forme de guerre privatisée, typique de l'époque de l'anarchie. Žižka et ses hommes agissaient probablement comme des forces de partisans irrégulières, peut-être même avec l'approbation tacite des factions fidèles au roi, dans leur lutte contre les Rosenberg devenus trop puissants. Dans ce monde brutal, il apprit à vivre sur le pays, à commander la loyauté d'une petite troupe soudée, et à valoriser l'initiative et la ruse au-dessus de la stricte observance des règles. C'était là l'enfer où se forgeait le futur chef de guerre. C'est probablement dans l'une de ces escarmouches qu'il perdit son œil gauche. Les détails de cet événement sont inconnus, mais depuis lors, il fut connu comme Žižka l'Éborgne. Cette blessure ne fit qu'endurcir son caractère déjà sévère. D'une manière ou d'une autre, peut-être grâce à une amnistie décrétée par le roi Venceslas IV en 1409, Žižka réussit à légaliser sa situation. Son sombre passé de brigand était derrière lui. L'épisode marquant suivant de sa biographie nous transporte loin de la Bohême. En 1410, son nom apparaît sur les listes de mercenaires tchèques et moraves qui combattirent aux côtés de l'armée polono-lituanienne contre l'ordre teutonique lors de la célèbre bataille de Grunwald. La bataille de Grunwald fut l'une des plus grandes batailles du Moyen Âge.
Des dizaines de milliers de guerriers s'affrontèrent sur un immense champ. C'était un choc des mondes, de l'ordre croisé germanique contre la coalition slave. Y participait Dona à Žižka, qui avait déjà une 50aine d'années, une expérience unique. Il vit en action une grande armée organisée et comprit que l'ère des chevaliers invincibles touchait à sa fin. Il put évaluer les forces et les faiblesses de la tactique chevaleresque. Il vit de ses propres yeux comment les régiments d'infanterie disciplinés de Smolensk qui combattaient aux côtés des Lituaniens résistèrent à l'assaut de la cavalerie d'élite teutonique, donnant un temps précieux à la cavalerie alliée pour se regrouper et lancer une contre-attaque décisive. Ce fut une leçon puissante. Une infanterie tenace, bien positionnée et motivée, peut briser la vague d'une charge de chevaliers. Cette expérience, combinée à son intérêt croissant pour l'artillerie, jeta les bases du système tactique qui allait bientôt semer la terreur en Europe. De retour en Bohême, en héros de Grunwald, Žižka entra au service de la cour du roi Venceslas IV. Il occupa le modeste poste de courtisan, portier de la reine Sophie, responsable de la garde et de l'ordre dans ses appartements. C'était une position peu élevée mais honorable, qui lui donnait accès au roi et lui permettait d'être au courant de toutes les intrigues politiques. Il était déjà un guerrier d'âge mûr, expérimenté, le visage balafré, et avec un seul œil qui voyait le monde sous sa vraie lumière, cruelle. Au cours de ces années, il se rapprocha du mouvement hussite. Comme de nombreux nobles tchèques, il était indigné par la domination des Allemands et la richesse de l'Église. Les sermons de Hus sur la justice sociale et l'égalité devant Dieu trouvaient un écho profond dans son cœur. Il devint un ardent partisan de la réforme. Il voyait la colère populaire monter. Il voyait Prague se transformer en poudrière. Il voyait la faiblesse et l'indécision du roi Venceslas, incapable de maîtriser la situation. Et il attendait. Le guerrier expérimenté, aguerri par des dizaines de combats, qui connaissait le prix de la vie et de la mort, attendait le moment où ses compétences et sa fureur seraient nécessaires à une nouvelle cause. Et ce moment était très proche. L'exécution de Jan Hus à Constance fut l'étincelle qui mit le feu au chaudron tchèque. Tout le pays s'embrassa. Des attaques spontanées contre des monastères et des maisons de riches prêtres commencèrent dans toute la Bohême. Les prêtres fidèles à la doctrine de Hus commencèrent à donner ouvertement la communion au vin aux laïcs, et des milliers de personnes affluèrent vers eux. Le calice devint un étendard de combat, mais cela ne suffisait plus. Un nouveau phénomène apparut, les pèlerinages de masse sur les montagnes. Des dizaines de milliers de personnes, y compris des paysans, des artisans, de petits nobles, se rassemblaient en plein air sur des collines auxquelles on donnait des noms bibliques, comme le mont Tabor ou Horeb. Là, ils écoutaient les discours enflammés de prédicateurs radicaux qui prédisaient que la fin du monde imminente et l'avènement du royaume de Dieu, où il n'y aurait ni roi, ni seigneur, ni riche, ni pauvre. Ces rassemblements créaient un puissant sentiment d'unité et préparaient les gens à une guerre sainte. Les sentiments les plus radicaux régnaient à Prague. Là, le principal porte-parole de la colère populaire était le prédicateur Jan Żelivský, un ancien moine. Contrairement à l'intellectuel Hus, Żelivský était un démagogue enflammé, s'adressant directement aux sentiments de la plèbe pragoise. Dans ses sermons à l'église Notre-Dame-des-Neiges, il appelait à une répression immédiate et impitoyable de tous les ennemis de la loi de Dieu. Le roi Venceslas IV, effrayé par le radicalisme croissant, tenta de manœuvrer. Sous la pression de son frère, l'empereur Sigismond, il décida de prendre des mesures sévères. Il réintégra au conseil municipal de la nouvelle ville de Prague des catholiques et des hussites modérés et ordonna l'expulsion des prêtres radicaux des églises. Ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Le 30 juillet 1419, Jan Żelivský mena une immense procession de ses partisans à travers toute la ville, jusqu'à l'hôtel de ville de la nouvelle ville
où siégeait le nouveau conseil municipal. En tête de la procession, on portait le Saint-Sacrement. L'humeur de la foule était extrêmement agressive. Alors que la procession passait, quelqu'un depuis une fenêtre de l'hôtel de ville aurait jeté une pierre sur le prêtre qui portait l'ostensoir. Ce fut le signal. La foule menée par Jan Jelivski et, comme l'affirment de nombreuses chroniques, par Jan Žižka, qui s'était jointe à la procession avec ses hommes, fit irruption dans l'hôtel de ville. Les membres du conseil municipal furent saisis, et c'est là que se produisit l'événement qui entra dans l'histoire sous le nom de première défenestration de Prague. Le bourgmestre, les juges et plusieurs membres du conseil furent traînés aux fenêtres et jetés un par un dans la rue, sur les pics et les lances de la foule qui attendait en bas. Ceux qui survivaient à la chute étaient immédiatement achevés. Ce massacre brutal fut le point de non-retour. C'était une révolte ouverte, un défi au pouvoir royal. Lorsque le roi Venceslas, qui se trouvait dans un château de campagne, fut informé de ce qui s'était passé, il eut une attaque d'apoplexie. Quelques jours plus tard, le 16 août 1419, il décéda. La Bohême se retrouva sans roi. La mort de Venceslas signifiait que, selon la loi, le trône devait revenir à son frère, l'empereur Sigismond. Mais pour les Tchèques, Sigismond n'était pas un monarque légitime, mais un renard roux, un traître, sur les mains duquel se trouvait le sang de leur saint martyr Jan Hus. L'accepter comme roi signifiait trahir tout ce pour quoi il s'était battu. La Bohême refusa de reconnaître Sigismond. Une guerre civile et religieuse à grande échelle commença. Immédiatement après la mort du roi, les hussites radicaux prirent le pouvoir à Prague. Des pogroms d'églises et de monastères, qu'ils appelaient des nids de péché, commencèrent. Les moines étaient battus et expulsés, les biens de l'Église pillés. Cependant, le mouvement hussite n'était pas uni. Il se divisa presque immédiatement en deux ailes principales. La première aile, plus modérée, était constituée des calixtins, ou utraquistes. Elle comprenait les bourgeois de Prague, la plupart des nobles et les maîtres de l'université. Leur programme était exposé dans les célèbres 4 articles de Prague, qui exigeaient la liberté de prêcher la parole de Dieu, la communion sous les 2 espèces pour tous les croyants, la privation du clergé du pouvoir et des richesses séculiers, et la punition des péchés mortels pour tous sans exception, y compris le clergé. Les modérés étaient prêts à un compromis avec Sigismond et l'Église catholique si ces exigences étaient satisfaites. La deuxième aile, radicale, était beaucoup plus hétéroclite. Son centre devint la nouvelle ville forteresse fondée dans le sud de la Bohême, sur le mont Tabor. Ses partisans furent appelés les Taborites. Les Taborites rejetaient non seulement l'autorité du pape, mais aussi toute la hiérarchie ecclésiastique, les rites somptueux, le culte des icônes, des reliques et des saints. Ils voulaient construire le royaume de Dieu sur terre, fondé sur les principes d'égalité sociale et de fraternité. Au début, à Tabor, une communauté des biens fut même introduite sous la forme de tonneaux communs où chacun déposait ses objets de valeur. Leur théologie était beaucoup plus radicale, allant jusqu'à la négation de la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie, ce qui provoqua plus tard des conflits. Les Taborites étaient des combattants sans compromis, prêts à se battre jusqu'au bout. C'est aux Taborites que se joignit Jan Žižka. Il quitta Prague, qu'il considérait comme trop modéré et encline à la trahison. Le guerrier expérimenté comprenait que la guerre à venir exigerait non pas des négociations, mais du fer et du sang. Il voyait que Sigismond et le pape ne se résigneraient jamais à l'hérésie tchèque et préparait une croisade contre la Bohême. Et il commença à se préparer à cette guerre. Il commença à créer une armée que le monde n'avait encore jamais vue. Une armée née de la foi, de la fureur et du génie d'un guerrier borgne. Tandis que l'empereur Sigismond et le pape nouvellement élu Martin Foix rassemblaient dans toute l'Europe une immense armée pour éradiquer par le fer et le feu l'hérésie tchèque,
Jan Žižka s'attaquait à une tâche apparemment impossible. Il devait transformer des foules de paysans, d'artisans et de petits nobles mal armés en une force de combat capable de résister à la meilleure cavalerie chevaleresque du monde. Les Hussites n'avaient ni l'argent pour engager des soldats professionnels, ni suffisamment d'armure et de chevaux de bataille. Žižka devait opposer à la force des chevaliers autre chose. La discipline, l'ingéniosité tactique et des innovations révolutionnaires. La base de son armée était constituée par les Taborites. Ces hommes étaient fanatiquement dévoués à leur foi. Ils allaient au combat non pas pour l'argent ou la gloire, mais pour le royaume de Dieu. Leur hymne de guerre était le choral redoutable « Ktoj su Boží bojovníci », qui se traduit par « Vous qui êtes les guerriers de Dieu ». Le son de ce choral semait une terreur superstitieuse chez les ennemis. Žižka introduisit dans son armée une discipline de fer, basée sur un règlement militaire accepté par toute l'armée. Toute désobéissance, ivrognerie, jeu de hasard, pillage sans ordre étaient punis sans pitié, jusqu'à la peine de mort. Il créa une armée soudée non seulement par une foi commune, mais aussi par un ordre des plus stricts. Mais sa principale innovation de génie fut la tactique du Wagenburg, ou forteresse de chariots. L'idée d'utiliser des chariots au combat n'était pas absolument nouvelle. Mais Žižka la transforma en un système parfait et mortel. Il prit de simples charrettes paysannes et les transforma en unités de combat mobiles. Chaque chariot était recouvert de planches de bois épaisses avec des meurtrières pour le tir. Parfois, on les renforçait avec des peaux humides pour les protéger du feu. Chaque chariot était un maillon de la grande machine de guerre. L'équipage de chaque chariot se composait de 18 à 20 hommes, y compris des arbalétriers, des tireurs d'armes à feu portatives, des guerriers armés de fléaux et de piques, et 2 conducteurs. Chacun connaissait sa place et sa tâche. Au moment du danger, sur commande, des centaines de ces charrettes s'alignaient en quelques minutes en cercle ou en carré, s'enchaînant les unes aux autres. Les espaces entre les roues étaient comblés par des boucliers spéciaux, les pavois. Ainsi, en rase campagne sur un terrain plat, surgissait une forteresse imprenable. La cavalerie chevaleresque, habituée à décider de l'issue d'une bataille d'une seule charge rapide, était impuissante face à ce mur de bois et de fer. Toute attaque contre le Wagenburg se brisait contre le mur de boucliers et de charrettes. Les chevaliers assaillants étaient abattus à bout portant par les tirs d'arbalètes, de coulevrines et de petits canons installés sur les chariots. Žižka fut l'un des premiers dans l'histoire à apprécier pleinement la puissance de l'artillerie et des armes à feu portatives naissantes. Les Hussites mirent en place une production de masse de coulevrines, en tchèque pichtiala, et de plus grosses arquebuses à crocs, les hakovnice, qui tiraient leur nom du crochet hak, qui permettait de les fixer au mur ou au bord d'un chariot pour réduire le recul. Ils utilisèrent également activement des canons de campagne légers, qu'ils appelaient oufnis, et de ce mot dérive l'obusier moderne. Le feu de cette artillerie primitive mais nombreuse semait la confusion dans les rangs ennemis et fauchait leur infanterie. Lorsque la charge des chevaliers s'essoufflait, lorsque les chevaux et les hommes, blessés et déconcertés, commençaient à battre en retraite, Žižka donnait un second ordre. Les chaînes entre les chariots étaient détachées, et de la forteresse de chariots, comme un essaim de guêpes furieuses, jaillissait l'infanterie hussite. Et c'était un spectacle terrifiant. En tête marchaient des guerriers armés de fléaux d'armes. C'était un simple outil paysan pour le battage des céréales, transformé en une arme mortelle. Entre les mains d'un paysan robuste, le battoir ferré du fléau était une arme terrible, qu'on ne pouvait parer facilement avec une épée, et sa force de frappe pouvait mettre hors de combat un chevalier même à travers son armure. Un coup de fléau pouvait fendre un heaume de chevalier ou désarçonner un cavalier.
Derrière eux venait l'infanterie armée de piques, de hallebardes et d'épées, qui achevait les ennemis tombés et désorganisés. La tactique de Žižka était simple mais incroyablement efficace. Elle se composait de 2 phases. D'abord, épuiser et saigner l'ennemi en défense, en le fusillant depuis les murs du Wagenburg, puis porter une contre-attaque dévastatrice. Cette tactique changea complètement les règles de la guerre. Elle montra qu'une infanterie disciplinée, motivée et intelligemment commandée, armée d'armes à feu et abritée par des fortifications de campagne, pouvait vaincre la meilleure cavalerie chevaleresque. Žižka créa une armée d'un nouveau type, qui devint invincible pendant une décennie. Cette armée passa son premier test le 25 mars 1420 lors de la bataille de Sudomiecz. Un petit détachement de Žižka, comptant seulement environ 400 personnes, y compris des femmes et des enfants, fut rattrapé par un détachement de 2000 chevaliers hospitaliers. La situation semblait désespérée, mais Žižka utilisa le relief du terrain. Il disposa ses 12 charrettes sur une digue étroite entre 2 étangs vidés. Les chevaliers ne pouvaient pas l'attaquer sur un large front. Leurs charges s'enlisaient dans la boue et se brisaient contre le mur de chariots. Après plusieurs attaques infructueuses, ayant subi de lourdes pertes sous le feu des Hussites, les chevaliers furent contraints de se retirer à la tombée de la nuit. Cette petite mais retentissante victoire montra à toute la Bohême que l'on pouvait et devait combattre l'armée de Sigismond. Elle fit de Žižka le principal chef militaire des Hussites et insuffla l'espoir dans le cœur des insurgés. La principale épreuve, la première croisade, les attendait. La victoire de Sudomiecz ne fut qu'un prélude. Au printemps de 1420, l'empereur Sigismond, ayant reçu du pape une bulle déclarant une croisade contre les Hussites, rassembla une immense armée. Selon diverses estimations, elle comptait de 50 à 100 000 hommes. Elle comprenait des chevaliers de tout le Saint-Empire romain, de Hongrie, de Pologne, d'Italie. Le point de fer du monde catholique était levé sur la petite Bohême. Le but des croisés était Prague. L'armée des croisés formait un immense camp militaire multilingue qui s'étendait autour des murs de Prague. Il y avait là des ducs allemands, des condottières italiens, des hussards hongrois, des chevaliers de tous les coins de l'Europe, chacun avec son détachement, ses bannières et sa suite. Ils étaient unis par la foi et la soif de gloire, mais divisés par les ambitions et l'absence d'un commandement unifié. Une atmosphère de confiance absolue régnait dans le camp. Les croisés considéraient les Hussites comme une populace de rustres et d'hérétiques, qui seraient balayés par une seule charge décisive de leur cavalerie en armure. Ils méprisaient leurs adversaires, ne comprenant ni la force de leur foi, ni le génie de leur général. Les Pragois, principalement des Calixtins modérés, se retrouvèrent dans une situation désespérée. Ils demandèrent de l'aide de tous les Hussites, y compris des Taborites, qu'ils n'aimaient guère pour leur radicalisme. Žižka, comprenant que la chute de Prague signifierait la fin de tout le mouvement, répondit à l'appel. À la tête d'une armée de 9000 Taborites, il effectua une marche rapide vers la capitale, écrasant en chemin les détachements ennemis. En juin 1420, l'armée des croisés arriva à Prague et l'assiégea. Sigismond occupa le château de Prague et Vyšehrad, contrôlant la ville des 2 côtés. Mais la clé du blocus complet de la capitale se trouvait en un point. La colline de Witkov, une longue colline qui protégeait Prague de l'Est et par laquelle passèrent les voies d'approvisionnement. Žižka évalua immédiatement l'importance stratégique de ce lieu. Au sommet de la colline, il ordonna de construire en urgence une petite fortification de bois et de terre, défendue par seulement quelques dizaines de guerriers. Le 14 juillet 1420, Sigismond donna l'ordre de l'assaut général. Le coup principal de la cavalerie lourde fut dirigé contre la colline de Witkov. Des milliers de cavaliers bardés d'acier se lancèrent sur les pentes de la colline, confiants dans une victoire facile.
Mais ils rencontrèrent une résistance désespérée. La petite garnison, dirigée par Žižka lui-même, qui arriva sur la colline au moment le plus critique, se battit jusqu'à la mort. Les croisés furent bombardés de pierres, fusillés par des coulevrines. Les pentes étroites ne permettaient pas aux chevaliers de déployer leur puissance. Au moment décisif, alors que les défenseurs étaient déjà à bout de force, une sortie de la ville vint à leur secours. La milice de Prague, avec un cri de guerre, frappa les croisés sur le flanc et à l'arrière. La charge des chevaliers s'essouffla. L'immense armée, saisie de panique, prit la fuite. La défaite de la colline de Vítkov fut un terrible coup moral pour Sigismond. Sa gigantesque armée multinationale, ayant subi un échec dans une seule bataille, commença à se désagréger. Les mercenaires, ne recevant pas leur solde, désertaient. Bientôt, Sigismond fut contraint de lever le siège de Prague et de retirer les restes de son armée. La première croisade s'était soldée par un échec cuisant. La victoire de la colline de Vítkov sauva Prague et la révolution hussite. Et Jan Žižka devint un héros national, le sauveur de la patrie. Mais Sigismond et le pape n'avaient pas l'intention de renoncer. En 1421, une deuxième croisade fut organisée, encore plus nombreuse. Les croisés envahirent la Bohême de deux côtés, mais cette fois encore, ce fut un fiasco. Žižka, agissant selon sa manière favorite, évita les grandes batailles en rase campagne. Il attaquait des détachements isolés, épuisait l'ennemi par des actions de guérilla. Près des murs de la ville de Žatec, l'armée des croisés, entendant une rumeur sur l'approche de Žižka et le son de l'hymne de guerre hussite, s'enfuit tout simplement sans combattre. C'est au cours de ces campagnes, lors du siège du château de Rabi, que se produisit l'événement tragique par lequel nous avons commencé notre récit. Une flèche priva Žižka de son second et dernier œil. Il semblait que sa carrière de général était terminée. Comment un aveugle pouvait-il diriger une armée, commander des manœuvres complexes sur un champ de bataille? Mais Žižka, là encore, accomplit l'impossible. Sa cécité ne le brisa pas. Au contraire, elle aiguisa tous ses autres sens. Il connaissait, comme personne d'autre, chaque colline, chaque rivière, chaque route de sa Bohême natale. On le transportait dans un chariot spécial au centre de l'armée. On lui rapportait en détail la position de ses propres forces et de celle de l'ennemi. Et lui, créant dans son esprit une carte mentale très détaillée du terrain, donnait des ordres précis et infaillibles. Son autorité était si grande que sa parole était loi. Les soldats croyaient que leur chef aveugle était guidé par Dieu lui-même. Et il continuait de vaincre. En janvier 1422, Sigismond fit une nouvelle tentative. À la tête d'une nouvelle armée, il envahit la Bohême. Près de la ville de Kutna-Hora, Žižka, se trouvant encerclé, effectua l'une de ses manœuvres les plus géniales. La nuit, il perça les rangs ennemis, utilisant son artillerie comme un bélier. Puis, ayant regroupé ses forces, il infligea à Sigismond une défaite écrasante à la bataille de Niemeci Brod. L'armée de l'empereur fut écrasée et s'enfuit, abandonnant aux Hussites un immense train de bagages et toute leur artillerie. Après cette défaite, Sigismond abandonna pour plusieurs années ses tentatives de conquérir la Bohême. Il semblait que l'ennemi extérieur était vaincu. Mais, comme c'est souvent le cas dans les révolutions, dès que la menace directe disparut, les contradictions internes éclatèrent avec une nouvelle force. Et l'ennemi le plus terrible pour les Hussites se trouvait à l'intérieur de leur propre camp. Les victoires sur les croisés n'apportèrent pas la paix à la Bohême. Au contraire, elles ne firent qu'exacerber les profondes contradictions qui existaient depuis le début au sein du mouvement hussite. L'euphorie de la lutte commune fit place à une lutte acharnée pour le pouvoir et pour la direction que devait prendre la réforme tchèque. Les deux principales ailes du mouvement, les calixtins modérés de Prague et les taborides radicaux, s'éloignaient de plus en plus l'une de l'autre. Les Pragois, principalement de riches bourgeois et des nobles, étaient effrayés par le radicalisme des taborites,
Pour les maîtres de Prague, le calice était le but final de la réforme. Pour les taborites, en revanche, ce n'était que le premier pas vers une refonte complète de la société. Les Pragois voulaient l'ordre, la stabilité et la reconnaissance de leur foi par le reste de l'Europe. Ils se satisfaisaient des 4 articles de Prague et étaient prêts à un compromis avec Sigismond. Les idées radicales des taborites sur l'égalité sociale menaçaient leur propre position et leurs biens. Le fossé entre Prague et Tabor n'était pas seulement politique, c'était une divergence fondamentale sur la nature même de Dieu et de l'Église. Pour les maîtres de Prague, le but était de réformer l'Église existante. Ils respectaient les enseignements des pères de l'Église et les traditions séculaires, ne cherchant qu'à en corriger les abus les plus flagrants. Leurs églises à Prague, bien que purifiées des excès, conservaient encore leur splendeur, et la liturgie, bien qu'avec la communion pour tous, suivait le canon habituel. Les taborites, quant à eux, aspiraient non pas à une réforme, mais à une révolution complète. Leur principe directeur était « sola scriptura », c'est-à-dire l'écriture seule. Dans leur simple lieu de culte, on ne voyait ni icônes, ni statues, ni riches vêtements liturgiques, car ils considéraient tout cela comme de l'idolâtrie et le détruisaient sans pitié dans les églises catholiques capturées. La principale pomme de discorde fut la question de l'Eucharistie. Les calixtins, comme les catholiques, croyaient en la présence réelle du Christ dans les saintes espèces. Les taborites, en revanche, rejetaient le dogme de la transsubstantiation, considérant le pain et le vin comme de simples symboles du corps et du sang du Christ. Ce n'était pas une querelle théologique mineure, c'était un abîme séparant 2 mondes. Pour le bourgeois de Prague, le prédicateur taborite qui déclarait les saintes espèces simple pain était un blasphémateur. Pour le paysan taborite, le prêtre de Prague en riches ornements était un serviteur de l'Antéchrist. Dans une telle atmosphère, le conflit armé n'était pas une question de « si », mais de « quand ». Les taborites, de leur côté, méprisaient les Pragois pour leur tiédeur et leur disposition à conclure des accords avec l'Antéchrist empereur. Ils rêvaient d'une rupture complète avec le monde catholique, mais Tabor lui-même n'était pas uni. Une aile encore plus extrême, gauche, s'y était distinguée, les Picards ou Adamites. Ils en vinrent à nier complètement tous les sacrements, y compris l'Eucharistie, et prêchaient, selon les rumeurs, la liberté sexuelle, marchant nus et se considérant sans péché, comme Adam et Ève avant la chute. Jan Žižka, bien que taborite, était avant tout un pragmatique et un homme d'ordre. Les sectes radicales, qui sapaient la discipline dans l'armée, le mettaient en fureur. En 1421, il réprima cruellement les Adamites, les anéantissant presque complètement. Mais ces chemins commencèrent aussi à diverger de la direction principale de Tabor. Il se méfiait de plus en plus des politiciens et des prédicateurs, estimant qu'ils semaient la division dans le mouvement. En 1423, la rupture fut définitive. Žižka, avec ses partisans les plus fidèles, quitta Tabor et se rendit dans le nord-est de la Bohême. Il y fonda une nouvelle confrérie politico-religieuse qui prit le nom d'Orebitz, d'après le mont Horeb où il se réunissait. C'était son armée personnelle qui n'obéissait qu'à lui. À partir de ce moment commence l'une des périodes les plus sombres des guerres hussites, la période de la lutte intestine. Prague, s'étant alliée au seigneur catholique, décida d'en finir avec l'hérétique Žižka. Une armée fut envoyée contre lui, mais ils sous-estimèrent le génie militaire du général aveugle. Le 7 juin 1424, lors de la bataille de Malechov, Žižka donna à ses anciens alliés une leçon de tactique mémorable. Il disposa son Wagenburg au sommet d'une colline. Lorsque l'armée des Pragois commença l'assaut, il donna un ordre qui entra dans tous les manuels d'histoire militaire. Il fit dévaler de la colline plusieurs chariots chargés de pierres. Ces chars improvisés s'écrasèrent sur les rangs serrés des attaquants, balayant tout sur leur passage et semant une terrible confusion.
Immédiatement après, l'infanterie des Orebites lança une contre-attaque dévastatrice. L'armée des Pragois fut complètement écrasée. Après cette victoire, la route de Prague était ouverte. Žižka s'approcha de la capitale et était prêt à la prendre d'assaut. Il semblait que la Bohême était au bord d'une guerre civile sanglante qui anéantirait toutes les conquêtes de la Révolution. Mais au dernier moment, le bon sens l'emporta. Grâce à la médiation d'un théologien hussite, une trêve fut conclue. Žižka, comprenant que l'ennemi principal, Sigismond, n'était pas encore vaincu et préparait une nouvelle campagne, accepta la paix. Il fut décidé d'organiser une campagne commune de toutes les forces hussites en Moravie. À la tête d'une armée unifiée, qui comprenait à nouveau des Taborites, des Pragois et ses fidèles Orebites. Žižka partit pour sa dernière campagne. Il n'était plus jeune, il avait plus de 60 ans. Des années de guerres incessantes, des blessures, la cécité, tout cela minait sa santé de fer. Mais sa volonté était toujours inflexible. Il restait la seule figure capable d'unir les factions rivales. Les soldats de toutes les tendances lui faisaient confiance et le suivaient. Ils s'appelaient eux-mêmes les orphelins, car ils savaient qu'après la mort de leur grand chef, ils n'auraient pas d'autre père comme lui. Et ils avaient raison. À l'automne 1424, l'armée hussite unifiée sous le commandement de Jan Žižka se dirigea vers la Moravie. Le but de la campagne était le siège de la forteresse de Přibyslav. La campagne se déroulait avec succès, mais un ennemi que même Žižka ne pouvait vaincre apparut dans le camp hussite, un ennemi invisible et impitoyable, la peste. L'épidémie commença à faucher les rangs des guerriers, et l'une de ses victimes fut le vieil hetman lui-même. Le 11 octobre 1424, dans le camp près des murs de Přibyslav, Jan Žižka décéda. Il ne mourut pas de l'épée ou de la flèche, qu'il avait épargné dans des centaines de combats. Il mourut de maladie, comme un simple mortel, mais sa mort fut celle d'un titan. La mort de Žižka plongea l'armée hussite dans le choc et le désespoir. Ils n'avaient pas seulement perdu un général, ils avaient perdu leur chef, leur symbole, leur père. C'est alors que ces fidèles guerriers orebites prirent définitivement le nom d'orphelins, jurant de poursuivre son œuvre. Le corps du grand général fut transporté avec les honneurs et enterré à Tchaslav, dans la cathédrale Saint-Pierre et Paul. Au-dessus de sa tombe, on suspendit son arme favorite, un simple Morgenstern de fer. Sa mort est associée à l'une des légendes, les plus célèbres et les plus macabres. En mourant, Žižka aurait demandé à ses guerriers de d'écorcher sa peau après sa mort, de la tendre sur un tambour et de porter ce tambour en tête de l'armée, afin que même après sa mort, le son de sa peau sème la terreur chez les ennemis et mène ses orphelins à la victoire. Cette légende n'est très probablement pas un fait historique. Elle est apparue dans les chroniques bien plus tard et fut probablement inventée par ses ennemis pour souligner sa sauvagerie. Mais, comme toute grande légende, elle reflète très précisément l'essence du phénomène. Jan Žižka, même après sa mort, resta l'étendard et l'inspirateur du mouvement hussite. La direction militaire des orphelins et des Taborites passa à un nouveau général et prêtre talentueux, Procope le Grand. Il n'était pas un génie du niveau de Žižka, mais c'était un bon stratège et il réussit à poursuivre son œuvre. Sous sa direction, les Hussites repoussèrent 2 autres croisades, en 1427 et 1431, remportant de brillantes victoires à Tachov et à Domažlice. Lors de cette dernière bataille, l'armée des croisés, entendant seulement le chant de l'hymne de guerre hussite, prit la fuite en panique avant même le début du combat. Après ces victoires, les Hussites passèrent à la contre-offensive. Leurs détachements commencèrent à mener les belles chevauchées, ou, Spanilegisdi, dans les terres allemandes voisines, en Autriche, en Hongrie, en Pologne. Ce n'étaient pas de simples raids de pillage, bien que le butin ait joué un rôle important dans le financement de la guerre. C'était une stratégie d'exportation de la Révolution et de guerre totale.
les Hussites semaient la dévastation, incendiant monastères et villes, pour saigner économiquement leurs ennemis et montrer que la guerre pouvait aussi venir sur leurs terres. Simultanément, ils propageaient leurs idées, leurs manifestes, les 4 articles de Prague semant les graines du doute et de la peur dans toute l'Europe centrale. Il semblait que la petite Bohême était capable de mettre à genoux tout l'Empire. Mais les dissensions internes continuaient de saper les forces des Hussites. Les Calixtènes modérés, là d'une guerre sans fin, cherchaient de plus en plus des voies de réconciliation avec le monde catholique. En 1433, au concile de Bâle, ils parvinrent à un compromis, les Compactata de Bâle. L'Église, épuisée par les défaites, accepta d'autoriser en Bohême la communion sous les 2 espèces en échange de la reconnaissance de l'autorité du concile et de la restitution des biens de l'Église. Pour les Taborites et les orphelins radicaux, c'était une trahison. Ils refusèrent de reconnaître les Compactata. Et alors les alliés d'hier, les Calixtins, s'unissant au Seigneur catholique, marchèrent contre eux, ceux de la Milique. Le 30 mai 1434, lors de la bataille près du village de Lipani, une bataille décisive eut lieu. L'armée des radicaux, utilisant l'ancienne tactique du Wagenburg, fut écrasée grâce à une ruse militaire. Les modérés simulèrent une fausse retraite, attirèrent les Taborites hors de leur forteresse sur Roue, puis les frappèrent sur les flancs. Procope le Grand et presque toute la fleur de l'armée taborite et orpheline périrent dans cette bataille. La bataille de Lipani mit fin aux guerres hussites. Le mouvement radical était décapité. La voie du compromis était ouverte. Sigismond fut enfin reconnu roi de Bohême, mais aux conditions des Compactata de Bâle. Ainsi s'acheva cette grande et terrible épopée. Une épopée au centre de laquelle, comme un roc, se dressait la figure du guerrier aveugle qui apprit aux paysans à vaincre les chevaliers. Jan Žižka est mort, son armée a finalement été vaincue et l'aile radicale des Hussites anéantie. Cela signifie-t-il que l'œuvre de toute sa vie a échoué? La réponse à cette question est complexe et nuancée. D'une part, le rêve des Taborites de construire le royaume de Dieu sur terre, fondé sur une égalité totale, est resté un rêve. L'utopie ne s'est pas réalisée. La Bohême est revenue dans le giron des monarchies européennes, bien qu'avec un statut particulier. Mais d'autre part, l'héritage de Žižka et du mouvement hussite est immense. Premièrement, c'est un héritage religieux. La Bohême hussite est devenue, pendant 2 siècles, le premier pays d'Europe où 2 fois coexistaient officiellement, avec l'accord d'un concile œcuménique. Ce fut une avancée sans précédent à une époque où la dissidence religieuse était punie de mort. Le mouvement hussite devint le précurseur de la grande réforme européenne du XVIe siècle. Martin Luther, commençant sa lutte contre Rome, dira « Nous sommes tous des hussites, sans le savoir ». Le calice, pour lequel Žižka s'est battu, est devenu le symbole de la lutte pour la liberté de conscience. Deuxièmement, c'est un héritage national. Les guerres hussites furent un catalyseur extrêmement puissant de la formation de la conscience nationale tchèque. La lutte contre les croisés étrangers et la domination allemande a uni la nation. Jan Hus et Jan Žižka sont devenus et restent les plus grands héros nationaux du peuple tchèque, symbole de sa lutte pour l'indépendance et l'identité. Troisièmement, et c'est peut-être l'héritage le plus connu de Žižka, c'est sa contribution à l'art militaire. Il fut un véritable révolutionnaire en tactique et en stratégie. Son utilisation du Wagenburg, l'emploi massif d'armes à feu, l'interaction des différentes armes, la discipline de fer, tout cela était en avance d'un siècle sur son temps. Il a montré comment on peut vaincre des armées professionnelles en s'appuyant non pas sur la force, mais sur l'intelligence, l'organisation et l'innovation. Ces tactiques furent étudiées par des généraux de toute l'Europe. Il se place au même rang que les plus grands innovateurs militaires de l'histoire. La figure de Žižka lui-même est restée complexe et contradictoire.
Pour l'Europe catholique, il était un hérétique sanglant, un destructeur de temples, le fléau de Dieu. Pour ses partisans, un chef invincible, un Moïse menant son peuple vers la terre promise. Au XIXe siècle, à l'époque du renouveau national, il est devenu un héros romantique, un combattant pour la liberté. Au XXe siècle, la propagande communiste a tenté de le présenter comme le chef d'une révolution paysanne et de la lutte des classes. Mais qui qu'il ait été, guerrier fanatique de la foi, tacticien de génie ou patriote tchèque, une chose est certaine. Jan Žižka était un homme de titane, un homme qui, à l'époque des chevaliers et des châteaux, a créé une armée populaire et a forcé le monde entier à compter avec la volonté d'un petit peuple fier. Il a prouvé que la force de l'esprit, la foi en sa juste cause et le génie militaire peuvent être plus forts que l'acier, l'or et les malédictions papales. Le général aveugle qui n'a perdu aucune bataille nous regarde encore aujourd'hui depuis les profondeurs des siècles comme un symbole éternel de la volonté de liberté indestructible. Merci de votre attention. Si cette histoire vous a paru intéressante et que vous souhaitez continuer à vous plonger dans les pages les plus passionnantes et dramatiques du passé, abonnez-vous à notre chaîne, laissez vos commentaires et partagez cette vidéo. De nombreux voyages étonnants dans le temps nous attendent encore.